Bonsoir à tous. Merci d'être venus à l'événement organisé par l'association Argile. Donc, je remercie déjà Grégoire pour sa présence et avoir répondu présent à notre appel. Juste pour des raisons un peu pratiques, la porte du bâtiment se ferme à 21 h, donc vous pourrez sortir mais plus rentrer. Ça c'est fait, comme ça c'est dit. Éteignez vos téléphones s'il vous plaît, ou mettez-les sur silencieux. Voilà. Et puis donc pour la partie un petit peu introductive, donc je vais juste vous parler très brièvement de l'Argile. Donc l'Argile, c'est l'association des géographes de l'Université de Lausanne. On est une association considérée comme alumnile, donc c'est des gens qui sont diplômés. Il y a aussi des étudiants en master qui font partie de l'association. Les buts de l'association, ils sont assez différents. C'est à la fois de mettre en valeur un peu les travaux qui peuvent être faits par l'Institut de géographie et de durabilité de l'Université de Lausanne, de mettre en lien les étudiants avec le monde du travail aussi. Puis vu qu'on est environ 300 professionnels dans cette association, ça crée aussi un réseau. Et puis donc aussi un peu de la mise en réseau avec d'autres universités éventuellement. Toujours dans le lien de la géographie. Et puis, donc, chaque saison, on essaye d'organiser un événement. Donc là pour l'hiver, je crois que c'est le dernier jour d'hiver aujourd'hui ou demain, donc c'est une conférence. On a une sortie urbaine chaque été, où par exemple on est allé visiter le nouveau chantier de la gare de Renan. Donc là on a des tours qui sont organisés avec un urbaniste ou un chef de chantier. On parle un petit peu de tout ce qui est des problématiques et puis les enjeux importants. On a été visiter l'atelier des maquettes de la ville de Lausanne récemment aussi. Et puis sinon, le Trekmin, le Mont... Lucien, c'était Montéry, voilà, donc un site d'enfouissement de déchets nucléaires. Pour la conférence de ce soir, on a pensé à la thématique de l'énergie avec une approche peu différente, c'est du blackout, donc il y a une thématique qui est à la fois très importante et peu mise en avant. Donc je remercie vraiment Grégoire de venir nous présenter cette thématique et nous permettre d'explorer un peu ce sujet ensemble. Et donc je vous souhaite une bonne soirée et puis je vais laisser Grégoire se présenter pour la suite. Merci. Merci l'association Argile pour son invitation. Merci Corentin pour le relais et pour la confiance. Mon sujet de ce soir concerne un risque relativement méconnu, mais aux capacités d'impact et de destruction considérables pour nos sociétés. Pour limiter ma présentation au strict nécessaire, disons que je m'intéresse aux risques majeurs et existentiels depuis plusieurs années et qu'à travers diverses attributions, diverses fonctions, notamment celle en la qualité duquel je suis présente aujourd'hui, m'ont amené à travailler sur ce risque-là. Cette qualité-là, c'est on a une publication en Suisse romande qui s'intéresse aux faits militaires et à la sécurité, qui dispose d'une liberté éditoriale totale, ce qui est unique au niveau européen sur ces thématiques. Et cette publication, c'est la Revue militaire suisse. Vous ne la connaissez peut-être pas beaucoup, mais c'est une des seules publications en Europe sur la sécurité qui essaie de faire le lien entre les problématiques anthropocéniques larges et les questions de durabilité, respectivement de sécurité. Ceci étant fait, passons directement aux choses sérieuses, et celle-ci, c'est, sans plus attendre, une expérience de pensée. Imaginons que le courant, maintenant, s'arrête tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bien entendu, tout le dispositif ici s'arrête, on est dans la pénombre. Comme nous sommes tous pratiquement équipés de smartphones, à ce moment-là, nous pouvons les sortir, s'éclairer, savoir est-ce que la coupure du courant est juste le fait d'un accident, est-ce qu'il s'agit de réenclencher un disjoncteur ou c'est quelque chose de plus permanent. Si on s'aperçoit que c'est quelque chose de plus permanent, bien entendu, on ne peut pas rester ici, c'est pas safe. Dans les situations de stress de ce type-là, la généralité est que les individus montrent des comportements d'auto-organisation et d'entraide. C'est pourquoi nous pourrons très probablement sortir en bonne forme et en bonne organisation du bâtiment, après quoi, naturellement, la rencontre n'a plus de sens, elle s'arrête. Alors que dans la ville, les panneaux de circulation et les lampadaires sont éteints, on voit d'autres individus qui aussi
s'orientent avec leur téléphone. En même temps, on voit les étoiles de manière beaucoup plus brillante que d'habitude, parce que eh bien, la pollution lumineuse a disparu. Alors, c'est une période assez agréable dans laquelle il y a un côté d'aventure. En même temps, cette aventure est limitée si tout à coup vous habitez à Étoile et vous ne savez pas si vous allez devoir prendre le train ou rentrer à pied. Par chance, vous êtes plutôt dans les Hauts-de-Lausanne, vous marchez, vous rencontrez des gens. Et d'ailleurs, c'est sympa, il y a des discussions qui se mettent en place. Ça crée une atmosphère particulière qui est propice aux situations de catastrophe, qui, loin d'être désagréable, peut être aussi une occasion de renforcer des contacts sociaux. Mais vous arrivez dans votre part d'immeuble et heureusement vous avez vos clés parce que votre voisin à côté, lui, n'avait pas ses clés, elle comptait sur sa femme pour lui ouvrir à travers l'interphone, mais l'interphone ne marche plus. Du coup, vous montez les 6 étages jusqu'à chez vous et on se pose la question, eh bien, est-ce que ça va continuer est-ce que ce blackout, cette interruption d'électricité va continuer? On ne sait pas. Pour fermer la porte derrière vous, vous voulez prendre un thé, mais malheureusement la bouilloire ne fonctionne plus. Et vous remarquez que le bruit caractéristique du frigo que vous aviez toujours l'habitude d'entendre, des fois qui vous dérange pendant la nuit, il a disparu. Du coup, on ne sait pas tout à fait, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire à part, eh bien, le téléphone est bientôt éteint. J'essaye encore d'envoyer un dernier message WhatsApp, mais en fait, j'ai plus de réseau maintenant. Il n'y a plus de barre de réseau, le Wi-Fi ne marche plus non plus. Et du coup, ça devient un peu désagréable. Du coup, il ne reste plus grand-chose à faire. Et il y a bientôt plus de 10% de batterie sur le téléphone, donc ça ne vaut même pas la peine d'essayer de lire. Il fait nuit. Et bien, je me mets à dormir et j'y vais. Et on se réveille le matin, il fait un peu plus froid dans l'appartement. Naturellement, les thermostats aujourd'hui sont tous électroniques. Du coup, quand il n'y a plus d'électricité, eh bien, il n'y a plus non plus de chaleur qui arrive, même si on a des brûleurs à gaz ou autres. Et là, du coup, il faut aller travailler. Mais en même temps, dehors, on voit encore du trafic voiture, bien qu'il y ait eu pas mal de sirènes qui ont dépassé pendant la nuit. Il y a 2-3 voitures accidentées, il y en a certaines qui sont aussi sur le bas-côté. On ne sait pas pourquoi. Vous sortez de chez vous, vous allez poser des questions, il y a des gens dehors, et vous apprenez qu'en fait, il y a eu plusieurs carambolages parce que sans moyen de feu de circulation et d'éclairage urbain, il y a plusieurs accidents qui sont produits. Et puis, vous croisez quelqu'un qui recherche s'il y a une station-service ouverte, mais malheureusement, pour vous, vous ne pouvez pas le dire, mais ce qu'il vous raconte, c'est qu'en fait, les stations-service à côté sont fermées. Puis vous réfléchissez un peu, mais en fait, ça paraît évident, parce que si les pompes nécessitent de l'électricité pour fonctionner, alors les stations-service, ça ne fonctionne pas non plus. Vous allez quand même, vous devez aller au travail, on marche, etc. Bien sûr, le métro ne fonctionne pas, d'ailleurs, les portes sont barrées. Puis vous allez quand même manger quelque chose avant d'aller au travail. Et vous allez dans la Coop Pronto du coin. Alors, par chance, elle est encore ouverte, même si les portes automatiques ne marchent plus. Et du coup, en fait, elles sont tout le temps ouvertes. Vous avez un peu froid, vous allez dedans, mais il y a une file énorme. Et il y a des gens qui sont déjà en train un peu de s'exciter parce que, eh bien, ils n'ont pas de cash. Vous en avez, mais vous n'avez pas beaucoup. Et puis, en fait, les terminaux de paiement ne marchent plus. Du coup, ce qui était très, très agréable et excitant hier soir, ça commence à devenir un peu désagréable. Voilà, donc si le courant s'arrêtait maintenant, ça peut être une exploration à même pas 12 ou 18 heures jusqu'à qu'en fait ça continue. Et ce que je vous propose ici dans cette intervention, dans cette exploration, cette fois-ci un peu plus encadrée, c'est quelles sont les conséquences de ça, en quoi est-ce que c'est un risque terminal pour notre société, et qu'est-ce qui peut être fait, respectivement, quels sont les facteurs de vulnérabilité par rapport à ce risque-là. Donc, pour clarifier, blackout, ça vient de l'anglais et de la période de la Seconde Guerre mondiale où il s'agissait d'obscurcir toutes les fenêtres de manière à que les aviateurs adverses ne puissent pas repérer les formations urbaines dans la campagne anglaise ou l'étendue urbaine anglaise. Et ça a été transformé ensuite pour désigner toutes les situations dans lesquelles il y a un approvisionnement, une interruption de l'approvisionnement électrique, et ceci pour une période plus ou moins longue sur une aire plus ou moins longue. Il n'y a pas de différenciation, en revanche, si c'est une zone qui peut être secourue de l'extérieur ou non. Le lien avec la Suisse, c'est qu'il y a 3 risques qui sont les plus importants en Suisse. C'est tout d'abord le risque de blackout,
on ne parle pas beaucoup, mais c'est celui qui a été identifié de manière répétée dans l'analyse de risque comme étant un des risques les plus importants. Il y a secondement le risque de pandémie, et on a des plans de contingence, et c'est une bonne chose, et on a fait l'exercice de conduite stratégique, donc les autorités sont partiellement préparées. Et ensuite, il y a le risque de crise financière. C'est étonnant parce que j'imagine pour vous le risque de pandémie paraît évident, celui de crise financière a fortiori oui, mais le blackout, vous n'avez probablement jamais entendu parler. Eh bien, on va essayer de remédier à cela. Le plan de mon intervention, c'est tout d'abord brève introduction, ensuite cartographie, on va passer par les facteurs de risque et de vulnérabilité, et enfin quelques moyens d'y faire face. Si je peux vous donner... Si on devait terminer cette intervention maintenant, il y a 3 messages avec lesquels il faut repartir. D'ailleurs, on dit généralement, il faut commencer par ce que vous devez retenir, pour comme ça on est sûr comment vous le retenez. Tout d'abord, c'est que le risque de blackout il met en évidence les vulnérabilités structurelles de nos sociétés modernes. C'est qu'il peut mener à un effondrement, voire un effondrement terminal. Et enfin, que ce n'est pas forcément fondamentalement un risque technique, c'est d'abord aussi un risque à des composants culturels, politiques et économiques considérables aussi. Alors, d'où je parle, d'où je viens, qui suis-je pour pouvoir parler de cela? Alors, je vous propose, plutôt que de décrire mes classifications, c'est comment est-ce que sur un axe de précision de mon propos et de pertinence je me place. On a généralement une courbe de ce type-là qui se dessine. Et si vous prenez un technicien de centrale nucléaire, il pourra être extrêmement précis dans son travail et dire exactement ce qui se passe lorsqu'il y a une coupure de courant. En revanche, il aura de la peine à illustrer et à aborder l'ensemble de ce que ça signifie pour la société. Si vous prenez un spécialiste du réseau électrique, eh bien, il aura une vue d'ensemble plus importante, mais il sera mal en peine de pouvoir expliquer les impacts sociaux, financiers, politiques et les déterminants aussi de l'inaction. L'approche que je vous propose, elle est systémique, donc elle est nécessairement plus imprécise, et s'il y a des spécialistes ici, probablement qu'une partie de mes propos vous sembleront insuffisamment nuancés ou précis, et je vous prie de garder vos critiques précieusement pour les partager en fin d'intervention, parce que ça permettra de monter en compétence pour une type d'intervention de ce type-là. Mais l'important, c'est leur pertinence, respectivement leur capacité à éclairer les enjeux sous un angle à la fois original et qui permet de capabiliser les acteurs, c'est-à-dire les rendre capables de penser par eux-mêmes sur ces sujets-là. Il y a 2 mécanismes avec lesquels le blackout peut se produire au niveau de la rupture de l'approvisionnement en électricité. Tout d'abord, quand on a une trop grande différence entre la production d'électricité et sa consommation, respectivement tout à coup une chute de production brutale, ou une augmentation de la demande beaucoup trop importante par rapport à la capacité de la production de la suivre, et un dépassement de la capacité de charge dans le secteur lié à plusieurs facteurs de réallocation de courant entre différents producteurs ou différents dispatchers, et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent au niveau européen. Pourtant, on a encore aujourd'hui les moyens techniques de s'assurer le maintien du réseau, mais lorsqu'en fait le réseau tombe, c'est généralement pour des questions de différence entre consommation et production, et de manière à ne pas endommager les équipements de transport ou de production d'électricité, le réseau se débranche automatiquement de façon à protéger ces équipements. Donc c'est un mécanisme de sécurité qui peut provoquer un blackout, mais pour des raisons d'inadéquation entre la capacité de production et de consommation. Il y a 3 types de facteurs qui peuvent provoquer ces cas de figure-là. On a tout d'abord des facteurs de type naturel, c'est-à-dire d'événements externes qui viennent détruire une ligne de transport d'électricité ou mettre une centrale de production en incapacité de produire. On a également des événements de type externe extra-atmosphérique qu'on va voir un peu après, de ce type-là. Il y a des catastrophes techniques, donc des dysfonctionnements techniques ou bien des explosions ou de la destruction de capacité de production pour des facteurs accidentels. Et après, on a les éléments de type humain, de risque et de menace. Alors bien entendu, on a des éléments de type cyberattaque, on a des éléments de malveillance, mais on a aussi, et ça c'est important de le préciser, en cas de pandémie majeure, eh bien, on peut s'attendre à qu'une des conséquences soit la production d'un blackout limité, étant donné soit l'impossibilité pour les techniciens de se rendre sur les lieux de production ou de dispatching du courant,
soit parce que ceux-ci sont tellement malades qu'ils ne peuvent plus opérer leur mission de base. Ça fait partie des éléments qui sont pris en compte dans certains scénarios. Quelques considérations sur ce risque, la manière, son hypothéticité, respectivement, sa survenant jusqu'à présent. Sans être exhaustif, je vais vous parler de quelques cas parmi ceux-ci qu'on va explorer rapidement ensemble. Ça couvre tout le globe. Tout d'abord, le plus ancien dans ces cas de figure-là, c'est Canada. C'est une dysfonction technique qui met hors d'usage une grande partie du réseau du nord-est des États-Unis et du sud-est du Canada à fonctionner. Une interruption de courant qui dure entre 12 heures pour certains jusqu'à 6 jours pour d'autres, avec une moyenne de 48 heures, 55 millions de personnes privées de courant pendant ces périodes-là, et plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dégâts économiques. On a en Suisse, il y a de cela maintenant pratiquement 17 ans, un blackout qui touche la région de Genève, qui est originaire du nord des Alpes, du côté suisse, mais en Italie, qui, sur une chute en cascade liée à la chute d'un arbre sur une ligne de transport de moyenne tension, plonge l'ensemble de l'Italie dans le noir pendant une période d'environ 24 heures, et ici également 56 millions de personnes touchées, un réseau établi, peu de perturbations, mais des dégâts économiques considérables. En Inde, le plus grand blackout en termes de population touchée, en 2012, on a plus de 650 millions de personnes touchées, une défaillance technique aussi entre différents types d'équipements, avec des personnes plongées dans le noir jusqu'à 48 heures. Enfin, deux petits blackouts en Ukraine en 2015 et en 2016. Ils sont notables parce que c'est les premiers qui ont été clairement identifiés comme étant provoqués par une cyberattaque, très probablement d'origine russe. Ceci est pertinent dans le sens où ça démontre la capacité d'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui à pouvoir ce qu'on appelle éteindre à distance des régions, voire des pays donnés, et qui fait partie d'une forme de nouvel équilibre d'atterreur. Ces capacités ont été démontrées sur la base aussi d'un réseau vieillissant et en partie défaillant, mal entretenu au Venezuela en mars dernier, avec plusieurs blackouts à la fois de 3-7 jours, encore plus longues sur certaines zones, qui touchent 30 millions de personnes, et le blackout le plus important en termes de privation de consommation électrique, c'est-à-dire on a l'équivalent de 3,1 milliards d'heures de consommation qui ont été retirées à la population par ces interruptions prolongées d'électricité. C'est particulièrement dangereux pour le Venezuela, un pays qui est encore aujourd'hui très vulnérable à cause de multiples facteurs, mais notamment aussi parce que la monnaie vénézuélienne est tellement dévaluée rapidement que les transactions se font par carte la plupart du temps, et que du coup l'absence de capacité de paiement sur une monnaie qui perd sa valeur chaque jour de manière considérable a plongé le pays dans des conditions très délicates, mais qui dans le même temps lui ont permis aussi d'être résilients, parce que ces dégradations de conditions de vie n'étaient pas si surprenantes par rapport à leur passif. Et enfin, récemment au Québec, 1 à 5 jours, c'est une région qui connaît non pas fréquemment, mais de manière périodique des blackouts, et qui est bien préparée. 1 million de personnes touchées. C'est aussi une région qui a connu jusqu'à 1 mois d'interruption d'électricité en 1989, et qui s'en est très bien sortie, notamment grâce à son organisation, ce qui indique que ce risque-là n'est pas condamnateur à terme. Ça dépend aussi de la capacité d'organisation, respectivement, de celle de pouvoir faire intervenir les services de l'extérieur. Cette distinction est importante, on va y revenir. Alors, pourquoi est-ce que le blackout est si important ? Je vous propose de faire une analyse de criticité. Alors, sans regarder l'ensemble, la criticité désigne le degré d'importance d'un élément par rapport à un autre. Et si on prend ce tableau-là, pour chaque ligne, on a un classement de l'importance du secteur en question. Ici, c'est une analyse qui a été élaborée par l'Office de protection de la population. Et en principe, on a 30 secteurs, mais là j'ai fait une réduction pour des questions pédagogiques. Chaque secteur est jugé en son importance par rapport à un autre verticalement. Et le secteur qui sort comme étant le plus important pour le fonctionnement
les autres secteurs critiques, c'est bien entendu le secteur de l'électricité, qui est presque indispensable au fonctionnement de tous les autres secteurs. Ce qui en fait ce qu'on appelle en vocabulaire technique le secteur le plus critique. Mais quand on prend en compte que parmi les 4 autres secteurs, 3 autres dépendent directement de l'électricité pour fonctionner, on se rend compte que nos sociétés sont vulnérables sur 2 plans, mais qui sont fortement interconnectés. Le premier plan, c'est vulnérable à la dépendance de l'électricité pour le fonctionnement de la majorité de ces secteurs critiques, et que ce soit les systèmes d'information de réseau, les télécommunications, ou encore les systèmes d'instrumentation et de surveillance, c'est ce qui permet de piloter les systèmes industriels à distance, eh bien, tous ces secteurs-là, ils dépendent de l'électricité pour fonctionner. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement une dégradation du secteur électrique, respectivement tous les autres, c'est par effet de cascade, on a d'autres secteurs qui sont touchés aussi. Et là où il faut prendre en compte que l'ensemble aussi s'interpénètre, c'est qu'on pilote la production d'électricité et son dispatching aujourd'hui avec des systèmes numériques. Donc on a une vulnérabilité, une dépendance du côté de l'électricité, une du numérique, et si l'un ou l'autre vient à tomber, on met en danger la capacité de pilotage, de production d'électricité, respectivement celle dont on a besoin pour tous les autres systèmes. Celui étant ici le plus vulnérable de tous, c'est le secteur hospitalier, qui dépend de l'ensemble pour son fonctionnement immédiat. Je vous propose une petite démonstration de ces effets de cascade qui sont importants à saisir dans le sens où c'est vraiment pensée complexe qui est nécessaire pour comprendre l'importance de ce risque-là. L'effet en cascade, c'est que si on a un blackout, prenons le secteur de la santé, un hôpital en particulier pour cette expérience, on a tout d'abord tout ce qui est l'arrêt ou la perturbation des livraisons, parce que notamment on ne peut plus se coordonner, les systèmes d'échange ne sont plus opérants, les fournisseurs n'ont plus suffisamment de carburant pour leurs camions pour fonctionner, la plupart n'ont pas de stock, ils s'approvisionnent dans les stations-service. Ça provoque à terme une pénurie ou bien un épuisement des fournitures critiques de base, notamment tout ce qui est gants, pharmacopée, les hôpitaux qui ont très peu de stock, qui fonctionnent comme l'industrie en grande partie, c'est-à-dire avec un approvisionnement flux tendu. Et si on conjugue à ça que les communications tombent en grande partie, il y a des réseaux bien sûr de conduite propres aux services de secours qui disposent de batteries, mais qui sont limitées dans le temps, eh bien, on va renforcer la difficulté pour les fournisseurs de se coordonner, de manière à fournir à l'hôpital tous les approvisionnements critiques dont il a besoin pour assurer ses missions, d'autant plus que si c'est un événement qui est susceptible de créer du chaos et donc d'alimenter le besoin des services hospitaliers, services ambulanciers, etc., c'est d'autant plus délicat. Provoque des difficultés croissantes de coordination. C'est sans compter que pour la population, avec le passage au Voice over IP, y compris sur les téléphones fixes, après une demi-heure à 1 heure d'interruption d'électricité, n'est plus en mesure d'appeler les services de secours. Et ça, il faut conjuguer avec le déclenchement de l'alimentation de secours, ce qui est positif, ce qui permet notamment, par exemple, au CHUV d'assurer le maintien des processus critiques dans, par exemple, les salles d'opération ou dans le triage des patients qui sont importants. Mais ces alimentations de secours, elles ont des réserves qui sont elles-mêmes limitées et qui provoquent à terme, à partir de 2 ou 3 jours, voire 4, suivant comment les plans, un arrêt des génératrices. Dans le même temps, on l'a évoqué, il y a l'arrêt des pompes. L'arrêt des pompes, c'est la problématique du manque d'eau, que ce soit pour des questions de cuisine, des questions d'alimentation, que ce soit aussi, ce qui n'est généralement pas pensé, des questions d'hygiène, mais également des questions génératrices, ici, parce que les génératrices nécessitent de l'eau de refroidissement pour continuer à fonctionner. Par exemple, au CHUV, on vient de refaire les génératrices ont été remplacées il y a quelques années, notamment en ajoutant une troisième qui permet d'assurer la redondance en cas de problématique, mais la réflexion n'a pas été faite sur apporter un stock d'eau de refroidissement de façon à assurer l'autonomie de refroidissement des génératrices. Donc le CHUV compte sur l'approvisionnement gravitaire qui vient de Pierre de Plan pour pouvoir assurer le refroidissement de ces génératrices en cas de crise. Ce qui pose des questions de vulnérabilité qui démontrent aussi comment est-ce que même dans les services de secours, on tend à avoir des limites dans la réflexion et l'envisagement d'un certain nombre de scénarios.
L'autre problématique du manque d'eau, c'est que les toilettes, au bout d'un moment, ne fonctionnent plus, respectivement l'évacuation. Et avec l'évacuation, c'est toutes les problématiques d'hygiène, en particulier pour un hôpital, qui déjà aujourd'hui connaît des problèmes pour assurer son aseptisation au niveau des germes, virus et bactéries. Et ça, conjugué, c'est-à-dire les pénuries et l'épuisement des fournitures, les difficultés croissantes de coordination, l'arrêt des génératrices à terme, et les toilettes HS et d'autres facteurs mènent, avec l'épuisement général du personnel d'urgence, à une crise sanitaire dans les 3, 4, voire 5 jours après l'interruption de la fourniture en électricité d'une zone donnée. Bien entendu, modulo le fait que la zone en question n'est pas secourue, n'est pas assistée par des forces extérieures. Aujourd'hui, c'est un scénario qui paraît relativement irréaliste, mais la plaque électrique européenne est de plus en plus interconnectée, et avec elle, la capacité de propagation des perturbations, même si c'est une constante, on a généralement du refus des techniciens d'admettre la réalité de ces risques-là, mais l'observation en sciences sociales montre que la surconfiance technicienne, généralement, tend à être invalidée dans le temps par des événements qui dépassent le cadre du modèle mentaux des techniciens. Du coup, il faut prévoir l'impossible. Quelques autres éléments pour donner un peu plus de corps à ces risques-là, je vous propose d'évoquer quelques facteurs de vulnérabilité qui rendent nos sociétés particulièrement vulnérables. Tout d'abord, mentionnons les interconnexions croissantes de différents systèmes dans nos sociétés, qui assurent des gains d'efficience certains en optimisant les systèmes, mais ces interconnexions font que, c'est-à-dire la dépendance de nos systèmes de type de gestion informatique, à l'électricité, au numérique, à Internet pour pouvoir se connecter. Combien d'entre vous disposent de programmes sur l'ordinateur qui nécessitent une connexion Internet pour fonctionner? On rajoute une couche d'interdépendance, et tout cela augmente la criticité de nos systèmes, c'est-à-dire leur degré de dépendance à des systèmes extérieurs qui, bien sûr, en période de bon fonctionnement, sont optimaux pour différentes raisons, mais en période de dégradation, amènent des contre-productivités, voire rendent la situation impossible. Deuxième élément, c'est la baisse tendancielle de la capacité des réserves de nos sociétés. Alors qu'il y a encore une vingtaine d'années, faire des stocks chez soi était considéré comme la norme pour différents facteurs. Aujourd'hui, la moyenne suisse est de posséder 3 jours de réserve alimentaire chez soi. Et c'est sans compter que si c'est une moyenne, ça veut dire que la majorité, enfin une partie de la population dispose de moins d'un jour de réserve alimentaire chez soi. Et on a les mêmes problématiques avec les fournitures médicales dans les hôpitaux, les réserves alimentaires dans les centres de conduite d'urgence de la gestion de l'électricité. J'ai été invité dans une entreprise romande dont je tairai le nom, qui montrait fièrement son local de gestion de crise en cas de problématiques électriques. Et quand j'aurais demandé où sont les sacs de couchage et les réserves d'eau et d'alimentation pour l'équipe qui devra opérer dans cette salle, on m'a regardé d'un air consterné. Donc on a à tous les échelles. Et ensuite, on a évoqué la dépendance au système numérique, on va y revenir. Le numérique présente des vulnérabilités, est un accélérateur de vulnérabilité pour plusieurs raisons. Et je vais y revenir plus tard. Alors, on l'a vu un peu, mais je vais le reformaliser. C'est ma façon de mettre la compresse. Quelles sont les conséquences d'un blackout? Alors, sans plus tarder, je vous propose d'en prendre note pendant que je... Alors, comment ceci s'exprime-t-il? On peut traduire ces complications opérationnelles, ces dangers physiques et sociaux et ces perturbations socio-économiques en périodisant, en périodicitant les risques et les dangers dans le temps. Et ceci est grâce à un certain nombre d'études d'interdépendance et de prospective qu'il existe dans le cadre d'une interruption de l'alimentation courante. Je ne vais pas les aborder tous. Je vous invite à suivre ce que je dis, en même temps dire ce qui s'affiche à l'écran. Et ceci sans plus tarder. Si on prend d'un côté la période, respectivement la phase, et la première apparition des risques et dangers, au tout début, on est de 0 à 2 heures en phase de
de dérangement, c'est problématique. On l'a évoqué dans l'expérience de pensée du début. En même temps, ça peut être un peu amusant. Pour certains, ça l'est beaucoup moins, notamment ceux qui se trouvent coincés dans les ascenseurs. Les services, les appels aux services de secours ne fonctionnent plus. C'est assez dérangeant, surtout en fait quand on a une urgence. Jusqu'à 8 heures, ensuite, c'est désorganisant, c'est désorientant, je peux dire. Déjà, à partir de ce moment-là, les pénuries peuvent apparaître pour les zones dans lesquelles on n'a pas un approvisionnement gravitaire ici, comme à Lausanne. Et bien, lorsqu'il n'y a plus de pression, plus suffisamment de pression dans les tuyaux, et bien l'eau, elle monte plus jusqu'au ton des immeubles, et du coup, et bien, on se retrouve sans eau. C'est assez désagréable. Ensuite de quoi, jusqu'à 24 heures, la désorganisation se met en place. Là où on a besoin de climatisation et ça ne fonctionne plus, on peut être en hyperthermie. Là où le chauffage ne fonctionne plus, ça peut être l'hypothermie, ou bien des gens qui sont coincés dans les métros, dans les ascenseurs, etc., qui n'arrivent pas à appeler et qui ne peuvent pas s'en sortir. Et puis, bien entendu, il commence à y avoir des tensions considérables autour des moyens de paiement, respectivement l'impossibilité de payer, non pas par absence de ressources, mais par absence de ressources qui fait confiance. Parce que lorsqu'il n'y a plus d'électricité, la valeur confiance de la carte, elle disparaît seule contre le cash. Ou, si on est dans des petites communautés, on peut faire bien sûr des systèmes de coches et de notes, mais dans nos sociétés où l'anonymat règne, eh bien à ce moment-là, on se retrouve face à des difficultés irrésolues par rapport à cette confiance que permet les paiements électroniques qui disparaît. Quand on s'avance jusqu'à 4 jours, on peut avoir des risques de type incendie. Pourquoi c'est encore plus dangereux? Parce que sans moyen de cuisiner pour ceux qui fonctionnent à l'électrique, pour le gaz, il y a une incertitude suivant les systèmes, suivant les localisations, s'il y a encore de la pression dans les tuyaux ou pas, mais ça c'est une autre question. Eh bien, on peut s'attendre qu'une partie de la population ressorte des réchauds. Ces réchauds sont plus susceptibles de déclencher des incendies. Le problématique des incendies, c'est que les services de secours sont moins accessibles. Et dans le même temps, la pression dans les tuyaux pour éteindre ces mêmes incendies peut être inexistante. C'est pour ça qu'en non comptant de Vaud, une des 3 priorités des plans de lutte contre le blackout qui ont été mis en place récemment, c'est d'assurer une continuité de la pression dans les tuyaux, d'avoir des alimentations de secours pour avoir 3 jours de pression dans les tuyaux en cas d'interruption de l'électricité. Ensuite, on s'oriente vers la désintégration avec, dans les structures d'urgence, y compris les policiers, un épuisement du personnel qui peut mener, si on dépasse cette durée-là, parce qu'on le voit à Wuhan actuellement, c'est-à-dire le décès des personnels en exercice par épuisement, et ceci combiné avec d'autres problématiques liées à la détresse de populations qui n'ont plus de moyens de fourniture de première nécessité. Et ça va encore plus loin. Bien entendu, tout ça c'est hypothétique, mais c'est techniquement correct par rapport au déroulé, avec des éléments de plus en plus dangereux qui peuvent mener, dans une période indéterminée, en tout cas après une semaine, à une destruction totale et terminale de la société en question, de la zone touchée qui n'est pas secourue, je le rappelle, par l'extérieur, à travers à la fois la destruction ou l'incapacité à démarrer ces infrastructures critiques pour la distribution d'électricité, mais également la perte ou le changement fondamental pour des questions de survie, des logiques de vie ensemble et son remplacement par des logiques de prédation, ou simplement de décès de masse pour des questions purement alimentaires et plutôt, dans notre cas, d'accès à l'eau ou en fait de maladies, etc. Du coup, cette situation-là est relativement, anxiogène et il s'agit de garder une distance avec. Ça fait partie de ce qui est techniquement possible, comme l'explosion nucléaire est techniquement possible. Elle ne s'est aujourd'hui pas produite. Pour le cas de l'explosion nucléaire, semble-t-il que le facteur chance a joué un rôle considérable. Et pour la question de blackout, la recherche préliminaire également l'indique aussi que le facteur chance a joué un rôle considérable. Si ça vous intéresse, je peux vous rediriger vers les travaux de Benoît Pelopidas pour la question de la chance dans les accidents d'armes nucléaires. L'élément de la terminalité qui peut déclencher, qui peut provoquer un blackout de ce type-là, il est lié à 4 éléments particuliers qui ont bien sûr des niveaux de probabilité faibles, mais des impacts considérables. Le premier, c'est tout ce qui concerne les tempêtes solaires, les vents solaires qui provoquent des impulsions électromagnétiques
qui rentrent par les pôles et qui, en pénétrant dans les pôles, font vibrer les pièces métalliques qui composent les transformateurs électriques et les faire fondre. En les faisant fondre, ils créent des courts-circuits et rendent inopérants ces appareils critiques au fonctionnement et à la distribution de toute l'électricité. C'est sans compter que, bien entendu, ça touche également tous les appareils électroniques, toutes les petites pièces qui ne sont pas protégées, et qui peut, du coup, paralyser la distribution d'électricité par la création d'immenses courts-circuits qui ne sont pas réparables dans le temps donné, étant donné, répétition, qu'aujourd'hui, pour remplacer des transformateurs de taille critique qui pourraient être touchés par un événement de ce type-là, eh bien, on n'a plus que 2 entreprises au monde qui fabriquent des transformateurs d'importance nationale, et celles-ci ont déjà des dettes commandes de plusieurs mois, voire en fait en années. Alors, des événements de ce type-là, ils sont produits très peu. Celui qui s'est produit et qui a été enregistré la dernière fois sur Terre s'est produit en 1856, on l'appelle l'événement Carrington, qui a provoqué la mise à feu des lignes de télégraphe. Par chance, un événement de ce type-là s'est déroulé en 2012, mais l'explosion, la tempête solaire et sa gerbe est partie dans le côté opposé de la Terre. Mais d'ici que les scientifiques de la NASA qui avaient travaillé dessus, si la gerbe était partie en direction de la Terre, eh bien, une grande partie de la planète serait retournée au XVIIe siècle. Et je dirais que ce scientifique était relativement optimiste dans le sens où nous n'avons plus les savoirs qui permettent de vivre comme au XVIIe siècle, nous n'avons plus la capacité non plus agricole avec des techniques manuelles pour la production agraire du XVIIe siècle. La problématique, c'est qu'étant donné que c'est un risque qui a des temps de retour qui sont évalués entre 60 et 200 ans, dans sa magnitude de ce type-là, eh bien, il faut s'y préparer, mais qu'il n'y a aucune incitation politique à le faire, étant donné qu'il y a tout à fait la possibilité que ce risque ne survienne pas dans les 40 à 50 ans qui viennent. La deuxième possibilité, c'est tout ce qui concerne les impulsions électromagnétiques avec l'explosion de bombes nucléaires en haute altitude. À 300 km, une bombe nucléaire au-dessus de l'Europe permet d'éteindre la grande majorité de l'Europe. Alors, il faut rester, prudent là-dedans, comme pour les tempêtes solaires d'ailleurs. Les expériences conduites indiquent qu'une partie des systèmes n'est pas grillée, que les impulsions ne pénètrent pas partout non plus, mais il reste que même avec ne serait-ce que la moitié des transformateurs détruits ou mis hors d'usage, nécessitant des réparations lourdes, et tous les autres systèmes dont nous dépendons pour les échanges économiques et la coordination des chaînes d'approvisionnement, un de ces deux-là serait terrible, même sous une forme réduite. Enfin, il y a bien entendu, on en a parlé au début, c'est les cyberattaques graves. Avec celle-ci, le risque principal qui est anticipé maintenant, c'est l'équilibre de la terreur avec des acteurs capables de s'éteindre parmi en cas de conflit. C'est notamment en particulier la stratégie développée par les USA qui ont un réseau électrique extrêmement vulnérable et qui protège celui-ci d'attaques étatiques extérieures par le développement de capacités cyberoffensives considérables. La problématique là-dedans, ce n'est pas forcément d'avoir une attaque d'un acteur visant à éteindre un pays, c'est que cette attaque-là vienne jouer avec des vulnérabilités préexistantes et qui rendent le redémarrage d'une attaque qui était censée être localisée et temporalisée permanente. Et ceci, typiquement, est un bout de scénario qui aurait pu se produire au Venezuela. Et enfin, il y a tout ce qui est la question des destructions coordonnées, que ce soit par des frappes aériennes ou des attentats, voire en fait des raids opératifs, qui ne font pas partie de la science-fiction. Après l'attentat de Boston en 2013, dans les 12 heures, la sous-station de Metcalf aux États-Unis, dans la grande région est de la Californie, a été attaquée par un groupe armé de personnes non identifiées qui n'ont jamais été attrapées, qui, avec des fusils automatiques de calibre léger, a tiré pendant 2 heures sur une sous-station et mis en usage 22 transformateurs. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils sont partis à ce nombre-là. On estime que c'est parce qu'ils anticipaient que la police allait arriver, même s'ils avaient coupé les moyens de communication de la centrale avant de commencer leur attaque. Ce qui est sûr, c'est que l'analyse qui a été faite après coup a indiqué que s'ils avaient détruit les 2 transformateurs restants, ils auraient plongé la Californie dans le noir pendant 1 à 2 mois.
Et c'est intéressant ce timing parce que l'attentat de Boston a permis, avec son retentissement médiatique, de totalement invisibiliser cette attaque, qui est une des plus graves sur le sol américain en termes de souveraineté électrique, dans son existence. Et ce que cela indique, c'est que dans un réseau déjà vulnérable comme celui des Américains, eh bien, on peut, à travers un commando bien formé qui sait où frapper, mettre hors d'usage la distribution d'électricité dans un pays, et c'est effectivement tuer une partie de son économie et le mettre en grand danger. Ça peut arriver également en Europe. On a de la chance aujourd'hui que les groupes armés qui font du terrorisme ne sont pas intéressés par ce genre d'action, bien que l'attentat déjoué il y a 3 ans à Mérin sur les réserves stratégiques de pétrole indique que le cheminement commence à se faire chez ces acteurs-là. Problématique. Une autre problématique, indépendamment de la terminalité, c'est qu'en cas de blackout prolongé dans une centrale nucléaire, eh bien, la problématique, c'est pas de savoir qu'on va faire du courant qu'on ne peut plus injecter, qui est de toute façon produit, même si on peut intégrer des barres de contrôle qui diminuent la production de chaleur et donc d'électricité. La vraie problématique, c'est qu'on a besoin d'un approvisionnement externe pour refroidir l'ensemble du système de manière à qu'il ne fonde pas. Et la plupart des centrales nucléaires ont entre 1 semaine et 3 semaines d'approvisionnement pour assurer le refroidissement de l'ensemble. Alors aujourd'hui, il faut relativiser dans le sens où la majorité des centrales nucléaires de 3e génération, où la totalité ont des culs de confinement qui devraient pouvoir contenir un cœur en fusion. La problématique du cœur en fusion, fondamentalement, n'est pas la contamination directe, mais c'est la perte de génération électrique et donc de souveraineté électrique pour une région donnée. Mais ça fait partie des éléments de risque à prendre en compte. Un autre élément qu'il faut aussi saisir par rapport à la thématique de blackout, qui montre bien l'interconnexion, les interdépendances et la nature non classique du risque, c'est que la reconstruction d'un réseau après une interruption d'électricité ne se déroule pas dans des paramètres constants. C'est que si on prend à la fois le temps et la difficulté de reconstruction, on a une courbe de ce type-là à peu près qui se dessine. La raison, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'on pilote les réseaux électriques à distance avec des systèmes d'instrumentation qui sont électroniques, eh bien, on a besoin que ces systèmes fonctionnent, qu'on ait les réseaux qui fonctionnent, de manière à pouvoir piloter de façon à équilibrer la production et la demande. En ouvrant des nouveaux secteurs de demande, en augmentant la production de manière à revenir gentiment, de façon à ne pas provoquer un second effondrement du réseau. Et plus on avance dans le temps, plus les petites stations qui ont des réserves d'énergie sous forme de batteries ou de génératrices qui sont moindres que les grandes viennent à se mettre mises hors service, et on doit envoyer des techniciens sur place pour faire piloter manuellement la reconstruction, ce alors même qu'on n'a plus de réseau de télécommunications fonctionnel. Et plus on avance, plus en fait il y a des stations de plus en plus critiques qui se retrouvent sans approvisionnement, qui doivent être pilotées à distance. Et la problématique, c'est d'arriver jusqu'au moment où il y a déjà plus les réseaux de télécommunications pour coordonner les techniciens, et que ces techniciens-là ont d'autres problématiques immédiates que celle de lancer le réseau. Et encore une fois, c'est une démonstration de la technicité possible de survenance de ce type d'événement. Ça ne veut pas dire que ça va se passer, mais c'est qu'il y a une vulnérabilité structurelle et intrinsèque dans le système, et qui est renforcée par le fait qu'aujourd'hui, une partie des fournisseurs d'électricité utilisent le réseau GSM, 3G, pour pouvoir faire le pilotage à distance de leurs installations. Et c'est sans compter qu'avec la privatisation et l'ouverture du marché de l'électricité, ces risques-là vont s'accroissant, parce que les producteurs, respectivement les transporteurs ou les traders, n'ont plus d'intérêt à maintenir une relation de confiance avec le client, mais simplement à maximiser leurs profits à court terme. L'autre problématique d'un blackout mineur, quelque part, enfin mineur, tout est relatif, c'est sa transformation en pénurie. Alors la raison, c'est que si on a une interruption de courant, et notamment avec destruction physique, il peut mettre des mois jusqu'à qu'on retrouve la capacité de production et de distribution pour assurer de retrouver un niveau équivalent à ce qui était auparavant. Et c'est la raison pour laquelle il y a des cas de figure qui sont aujourd'hui pronostiqués au niveau de la Confédération ou ailleurs, où un blackout peut être établi en quelques jours
avec la fourniture ici en courant, et qui peut perdurer après pendant des semaines, voire en fait des mois, jusqu'à qu'on arrive à avoir la capacité de production, respectivement distribution, pour revenir à la demande. La pénurie électrique, c'est aussi dangereux, c'est associé à des pertes économiques considérables, parce qu'on n'a plus la continuité des processus, et c'est aussi problématique pour des questions d'existence. Et ce n'est pas un risque si éloigné que ça. On a failli passer en situation de pénurie électrique avec soit des délestages roulants, c'est-à-dire des interruptions programmées d'électricité à des moments donnés, ou la privation d'électricité pour les grands consommateurs en 2015, parce que l'eau des barrages était trop basse pour pouvoir assurer la production d'électricité. Et en Suisse, depuis 4 ans, on est importateur net d'électricité. On ne produit plus assez d'électricité. Alors tout ça, ces survenants, ces possibilités, ça mène, en termes stratégiques, en termes sociaux, à ce qu'on appelle, si ça venait à survenir, une surprise stratégique. Alors une surprise stratégique, c'est ça, si on prend la définition de Silberzahn et Milo. Et là où c'est intéressant, c'est que ce phénomène-là est partiellement généralisable et explicable à travers d'autres perspectives qu'on trouve ailleurs, notamment la surprise stratégique face à l'apparition d'un concurrent non anticipé, pour les Américains, c'était le 11 septembre qui était non anticipé, c'était la révolution iranienne, etc. Et être surpris parce que ça arrive et qu'on n'est pas préparé, on peut l'analyser. Il y a plusieurs facteurs qui sont là derrière, qui sont communs avec ceux qu'on retrouve du côté du blackout. Et ces sous-facteurs qui contribuent ces facteurs qui contribuent à la sous-couverture du risque et de sa compréhension, ils sont groupables en 4 catégories. Tout d'abord, la problématique de la socialisation, c'est que nous sommes tous nés dans une société en croissance à des taux variables. Pour les plus jeunes, les plus âgés d'entre nous, ils ont connu une partie des 30 glorieuses où la paix et la prospérité étaient considérées comme des dus, mais il y avait encore la menace de la guerre froide qui pesait. Et avec l'effondrement de l'Union soviétique, cette menace-là est tombée et il n'est resté plus que ce que Francis Fukuyama appelle la fin de l'histoire. Et cette fin de l'histoire, c'est que la paix et la prospérité sont à la fois des données, mais deviennent aussi des dus. Et cette socialisation, elle pose des problématiques par rapport à l'acceptation des vulnérabilités structurelles de nos sociétés qui paraissent impensables parce qu'on a toujours vécu avec l'électricité, avec la sécurité, et ça ne devrait pas changer et ça ne doit pas changer. L'autre problématique, c'est le biais anthropique, qui peut être décrit de la manière suivante. C'est la croyance, parce qu'il n'y a aucun événement qui est parvenu à détruire ou à mettre en danger significativement une entité, la Suisse, la société européenne, la civilisation européenne ou l'humanité en général, alors il n'y aura aucun événement qui sera, ou processus, à même de mettre en danger et de détruire cette même entité. C'est bien sûr le produit d'une erreur des raisonnements manifeste, parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a rien qui s'est passé avant que ça peut prédire qu'il ne va rien se passer après. Ça ne veut pas dire que ça va se passer non plus, mais on ne peut pas logiquement le prétendre. Et c'est un biais qui masque aussi une caractéristique structurelle de notre fonctionnement en tant qu'humain, c'est la peur de la finitude et de la mort, et le refus de s'y confronter, parce qu'avec le risque de blackout, on se confronte avec la problématique de la finitude et de la vulnérabilité de nos sociétés et de nos modes de fonctionnement, ce qui peut être très désagréable et rejeté, parce qu'il est plus intéressant de se concentrer sur la vie aujourd'hui, et c'est adaptivement plus pertinent de penser qu'on va survivre que de penser qu'on va faire face à des difficultés, parce qu'on permet de maximiser les utilités immédiatement. Troisièmement, c'est la culture professionnelle, en particulier du monde de l'électricité. En Suisse romande, en tout cas, c'est en train de changer. C'est en train de changer considérablement, mais il a fallu pratiquement 15 ans. Mais ailleurs, si on prend par exemple le cas de la France, parler du risque de blackout, pour un électricien d'EDF, c'est considéré comme une attaque sur sa mission professionnelle. C'est contre sa légitimité, parce que ce serait mettre en doute sa capacité ou la capacité de sa branche à régler l'approvisionnement de manière à assurer son bon fonctionnement. Or, le risque de blackout, on va le voir, il est basé sur notamment des facteurs totalement autres que techniques, et il est important de les prendre en compte. Ce n'est pas la légitimité professionnelle des électriciens qui est aujourd'hui ici discutée, c'est celle en fait du risque de blackout, indépendamment de ce qu'essayent de faire les électriciens en Suisse ou à l'étranger pour assurer
la continuité de l'approvisionnement en électricité, et il y a beaucoup qui travaillent de manière dure de façon à assurer celle-ci. Enfin, il y a des raisons purement économiques, et j'imagine les plus critiques sociaux d'entre vous n'auront probablement pas sous-estimé le fait que si pour se protéger contre le risque de blackout ça coûte, c'est clair que ce n'est pas intéressant pour les politiques de faire de l'investissement dedans, parce que tout ça, en Suisse, on estime que le réseau est vieillissant et qu'il faudrait entre 5 à 14 milliards pour rénover le réseau. Cet argent-là, c'est celui qu'on va enlever au social, à la recherche, à la formation, à l'armée, etc. Ou alors qu'on va créer une nouvelle dette, mais ça peut être un scénario possible, mais c'est probablement improbable. Et du coup, c'est inintéressant d'un point de vue économique et politique, parce qu'il n'y a pas de gain pour les acteurs immédiatement à vouloir assurer le maintien d'un système qui fonctionne déjà et de payer pour en fait continuer, payer et investir pour qu'il continue de fonctionner. Ça ne paraît pas pertinent, indépendamment de l'analyse qu'on pourrait en faire. Pour des systèmes surtout économiques soumis à des pressions de rendement à très court terme, indépendamment de l'intentionnalité des acteurs, c'est très difficile. Et c'est partagé par n'importe quel type d'acteur et de taille. Donc, y compris chez des multinationales qui pourraient vraiment être en danger avec ces genres de processus. Alors, pour venir sur la question suisse, parce que ça m'était un peu posé d'aller aussi là-dessus, il y a des éléments de vulnérabilité spécifiques et il y a des éléments de vulnérabilité généralisables par rapport à ce risque de blackout. Les premiers, c'est pour les éléments spécifiques à la Suisse, c'est tout d'abord, je l'ai évoqué, c'est le réseau qui est vieillissant et qui a été peu renouvelé depuis l'ouverture du marché de l'électricité dans les années 2000, qui a amené des grosses contre-productivités, notamment pour le cas suisse, c'est que, je vais venir après, c'est que ça a créé une multitude d'acteurs qui ont des responsabilités qui sont disparates et qui permettent une dilution de la responsabilité. Mais également aujourd'hui, à cause qu'on est devenus des importateurs nets d'électricité, notamment aussi avec la décision de quitter le nucléaire, eh bien, il n'y a pas d'accord cadre avec l'UE. C'est un accord cadre pour l'importation et l'exportation d'électricité qui est conditionné au grand accord cadre et qui aujourd'hui fonctionne très bien parce que les relations entre l'Union européenne et la Suisse sont encadrées dans une prospérité et dans une croissance encore maintenue. Mais en cas de pénurie généralisée, il n'y a aucune contrainte juridique pour que l'Union européenne fournisse de l'électricité à la Suisse. Et enfin, bien entendu, il y a la question du déni, mais qui est structurelle, qu'on trouve aussi ailleurs. Mais en Suisse, il y a un déni qui semble plus important que dans certains autres pays, notamment parce que le nombre d'attaques et de mises en danger est moindre qu'ailleurs, et aussi parce qu'il y a un endormissement à la sécurité, pour prendre les mots d'un prospectiviste, étant donné un endormissement de la vigilance étant donné la prospérité, qui est particulièrement important dans un pays qui est aussi riche que la Suisse. Dans les facteurs génériques de risque, j'aimerais mentionner tout d'abord, je l'ai évoqué, la libéralisation du marché, mais en Europe c'est également le cas. On a des logiques d'acteurs qui font du trading, qui recherchent du gain à très court terme, et ceci en faisant des achats qui sont très rapides. Et on a des opérateurs publics qui doivent après faire du dispatching, c'est-à-dire la redistribution du courant en fonction de là où il est acheté et là où il est vendu, de façon à assurer la stabilité du réseau. Et aujourd'hui, à cause de l'accélération du trading, les opérateurs doivent faire du surdispatching, donc ils doivent dispatcher une fois et une seconde fois le courant, ce qui n'aura, j'imagine, pas manqué aussi de vous interpeller, qui est un cas classique de fonctionnement du libéralisme avec report des coûts sur la collectivité et encaissement des bénéfices par les privés, mais indépendamment de ça, qui présente un risque supplémentaire, parce qu'avec ce surdispatching que doivent faire les opérateurs publics de manière croissante, le risque d'arriver avec des différences de tension dans le réseau électrique qui mènent à un blackout s'accumule. Quelque chose qui pourra vous surprendre, c'est que l'augmentation de la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique suisse augmente considérablement le risque de blackout. C'est pas une position sur la nature des énergies renouvelables, mais c'est sur leur considération politique. Mais c'est parce que les énergies renouvelables, on parle éolien et solaire en grande majorité, ne sont pas pilotables, c'est-à-dire que
ils produisent de l'électricité quand il y a du soleil, respectivement quand il y a du vent. Et du coup, les opérateurs, notamment en Allemagne, on le voit très bien, sont contraints en permanence de faire le monitoring du réseau, de façon à savoir s'ils doivent baisser la production des centrales à charbon, des centrales nucléaires, etc. Et c'est un jonglage qui est très délicat et qui montre ses limites en Allemagne, qui a décidé pour des raisons de stabilité technique de limiter son apport d'énergie renouvelable. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir quel problème on veut résoudre, c'est celui de la stabilité du réseau, c'est celui de la décarbonisation. Et probablement qu'on devrait résoudre les deux problèmes, mais est-ce que c'est possible? Et enfin, la problématique du numérique. Le numérique, il y a deux parties qui sont délicates. C'est qu'avec l'augmentation des périphériques numériques, on accroît de manière non linéaire la surface d'attaque avec laquelle on peut pénétrer dans des réseaux et les exploiter pour après des fins malveillantes. Et ceci, pas seulement pour la distribution, mais aussi pour la consommation. Parce qu'on peut aussi, de manière sans directement agir sur les outils de production et de distribution d'électricité, on peut mettre en danger l'approvisionnement électrique d'un pays en activant des appareils, des bots en nombre considérable, de façon à créer des pics de demande avec lesquels les producteurs et dispatchers ne peuvent pas répondre. L'autre problématique du numérique, c'est la concentration mémorielle, c'est-à-dire la concentration de données sur des supports qui sont de plus en plus petits, mais de plus en plus réduits et moins durables. Et c'est-à-dire qu'en cas de perte d'accès à ces supports, parce que soit on n'a plus d'électricité, ou que en fait ou que le numérique ne fonctionne plus, ou qu'on n'a plus de lecteur, on perd la mémoire de qui est sur ces supports-là. Pour aller rapidement là-dessus, ça je l'ai déjà évoqué auparavant, c'est que le numérique crée une augmentation de la capacité de signes par centimètre carré, mais de l'autre côté, une perte de durée de vie des supports qui est considérable, et le numérique se trouve ici. On doit renouveler les supports considérablement chaque 3 ou 4 ans, 5 ans, et en cas de blackout, c'est des patrimoines informationnels entiers qu'on risque de perdre si on n'arrive plus à mobiliser ces données ou à activer les lecteurs. J'ai encore pour 5 minutes et je vais aller assez rapidement. Le blackout, c'est un risque transversal. Il n'est pas technique fondamentalement, il est multiple. On a à la fois des éléments techniques, on a des éléments économiques derrière, des calculs, on a des éléments politiques et des éléments culturels. Des éléments culturels, c'est les représentations qu'on se fait par rapport au risque, c'est le déni du risque, c'est l'incapacité à accepter la finitude. Politiquement, c'est pas vendeur de travailler dessus parce que c'est le maintien du statu quo. Et du coup, ça pose la question de quels sont les moyens de s'en prémunir. Alors là, techniquement, on peut évoquer tout d'abord tout ce qui est mettre en place des redondances, des coupe-feux dans les systèmes, notamment informatiques, pour éviter les propagations de perturbations, mettre en place d'avoir des protocoles de contingence, par exemple pouvoir dans les hôpitaux repasser rapidement au papier si on n'a plus d'électricité pour faire le suivi des patients. Les dossiers de patients sont entièrement numérisés maintenant. Mettre en place des exercices, respectivement expérimenter des perturbations, c'est important, on va y revenir. L'action collective éventuellement, on a de l'action pour le climat, alors pourquoi pas de l'action collective pour la sécurité électrique. On aura probablement quand on aura des perturbations. Et enfin, mettre en place des réserves. Alors, sur la question des perturbations, parlons-en rapidement. Les perturbations sont intéressantes, d'avoir peut-être des petites interruptions d'électricité, parce que ce soit au niveau du corps humain ou des systèmes socio-économiques, les perturbations permettent de construire la capacité de résistance et de maintenir la vigilance dans les systèmes. C'est pour ça qu'une partie des experts que je peux consulter sont d'accord de dire, mais pas à visage découvert, qu'il serait pertinent d'avoir des épisodes ou un épisode de blackout limité en Suisse, de façon à être suffisamment alerté par le risque, mais pas suffisamment détruit par sa potentialité. À voir, hein, ça fait partie des éléments qui sont discutés. Pour la question des réserves, si on me donne encore 3 minutes, je vais vous en parler un peu. Est-ce qu'il faut être pour, est-ce qu'il faut être contre les réserves? Alors, moi je ne sais pas, mais je vais vous proposer une exploration suivante, parce que c'est l'occasion aussi de repenser son rapport avec la consommation et avec sa capacité de souveraineté et d'autonomie. Les éléments qui sont pour, c'est qu'on peut dire faire des réserves, c'est un acte pro-social. Alors pourquoi faire des réserves, c'est un acte pro-social, alors que
ça peut être associé au survivalisme. Les survivalistes sont associés à l'extrême droite. L'extrême droite, c'est mal, on sait, voilà. C'est mal, mais de manière, comment dire, pratiquement, enfin, c'est pratiquement tellement, comment dire, évident qu'on se pose la question des fois si on a réfléchi aussi. Ça pose la problématique de pourquoi c'est prosocial, parce que en faisant des réserves, en cas de crise, eh bien, vous déchargez les autorités. Vous n'allez pas devenir un poids qu'il faut nourrir, qu'il faut pouvoir sustenter, qui va aller casser une vitre dans le magasin à côté pour aller se nourrir, ou aller voler la caisse de la station-service d'en face. Pas parce que vous le voulez fondamentalement, parce que c'est nécessaire. Deuxièmement, c'est que ça permet de prendre en charge d'autres aussi, si vous avez des réserves, et donc du coup d'enlever aussi des charges des autorités qui vont dépasser parce qu'elles n'ont pas les effectifs. Pour vous donner une idée de l'étirement des effectifs, la police fribourgeoise dispose de 2 patrouilles à la nuit pour la région de la Broye, c'est-à-dire qu'il y a 4 personnes qui sont déployables pour la région de la Broye. C'est pas seulement ça pour les policiers, on a aussi ça pour les ambulanciers, etc. Un autre pro-social parce que ça peut inciter d'autres à en faire. Du coup aussi, ça permet de réduire la pression pour les autorités s'il se passe quelque chose de pas très bien. Mais par contre, on pourrait dire que c'est un facteur de risque ou de danger parce que ça peut susciter pour soi la convoitise, voire après l'agressivité ou le vol si on a des réserves. Et puis du coup, si les autres n'en ont pas. Ça peut inciter les autres à en pas faire parce que du coup, vous en faites, du coup, j'en fais pas parce qu'il en fait. Ça peut induire des affects négatifs parce que faire des réserves, ça m'appelle... Ça me confronte au fait que c'est nécessaire et que je n'ai pas envie de savoir que peut-être j'en aurais besoin. Si vous ne connaissez pas des gens comme ça, moi j'en connais beaucoup, qui connaissent les problématiques mais qui ne veulent pas faire des actions de prévention parce que ce serait reconnaître qu'elles sont importantes pour eux. Et enfin, ça peut être utilisé comme un outil de pouvoir aussi dans les groupes, c'est-à-dire j'ai des réserves, vous n'avez pas, du coup vous allez tondre mon gazon avant de prendre une brique de lait. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire pour est-ce qu'il faut faire des réserves ou pas? Moi, je vous dirais oui quand même, mais avec les éléments suivants. C'est en suffisance pour que vous puissiez en redistribuer à d'autres. Mais discrètement pour ne pas attirer l'attention ou ne pas désinciter des autres à en faire. Et puis surtout, le plus important, faites-le, si possible, en faisant un jeu. Avec les gamins, ça marche très bien. C'est-à-dire, en faisant un jeu, puis on va faire une expérience dans laquelle pendant 2 jours, on va fonctionner qu'avec les réserves qu'on a à la maison. Et puis on va faire de la cuisine aussi comme si on n'avait rien de l'extérieur. Et puis on peut faire après une compétition avec ses voisins, avec ses amis. On fait des réserves, puis on fait des jeux. Combien de temps tu arrives à tenir avec que tes équipements? Et la gamification, c'est le moyen de désamorcer tous les aspects négatifs et aussi de faire des dynamiques d'émulation avec en fait ces autres acteurs. Et Blackout, il arrive à la fin du jeu quand on est à sec. Voilà. Je vais terminer sur ces éléments-là. Pour les réserves, et puis après on va pouvoir avoir une année plus détendue. Juste qu'il faut savoir, compter 2 semaines. La nourriture non périssable et en eau. Vous pouvez prendre la nourriture lyophilisée aussi, ça se trouve sur Internet. De l'eau, 9 litres par personne par jour, parce qu'on a besoin pour la cuisine et puis pour le ménage, pour l'hygiène. Et puis vous pouvez commander sur leshop.ch ou sur un autre service en ligne, ils vous amènent ça chez vous, comme ça c'est fait. Il faut aussi prendre en compte des médicaments, des produits d'hygiène, notamment le papier toilette, c'est très important, parce que les déjections, si les toilettes ne marchent pas, il faut pouvoir gérer ça, de façon que ce ne soit pas une problématique sanitaire. De quoi cuisiner aussi, et puis surtout de l'éclairage indépendant, puis des batteries. Ça vous permet que ce soit blackout, que ce soit tempête, changement climatique, crise économique grave, ça vous donne un coussin. Ça, c'est intéressant. Du coup, pour terminer, je reviens sur je vais vous laisser en fait reprendre connaissance parce que je n'ai pas besoin de leur dire une seconde fois. Mon message principal aujourd'hui, c'était ces 3 éléments. Et sur ce, et avec les ressources là, si vous voulez aller plus loin, je vous remercie pour votre attention. D'être 1h03 et je crois que j'ai tenu, mais en dépassant un petit peu l'heure qui m'était donnée. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour la suite. Merci beaucoup Grégoire. Merci pour votre attention. Donc je vais vous laisser poser des questions si vous en avez.
c'est le moment. Sinon, par la suite, il y aura aussi l'apéritif qui va être servi un peu de temps après. Et puis donc là, vous pourrez aussi vous entretenir avec Grégoire sur le problème. Je vais gérer les questions, ça va aller. Je devrais m'en sortir. J'aurais une question. Est-ce que l'armée est préparée à ces éventualités? J'ai contacté, c'est pas les seuls que j'ai contactés pour dire j'aimerais discuter de ces questions-là. On m'a répondu que vous comprendrez bien que, étant donné la nature du sujet, ces données-là sont classifiées, on ne va pas les communiquer avec quelqu'un. Aussi, parce que j'ai une formation d'officier, je suis milicien, autant indépendamment de votre fonction et de votre parcours. D'expérience, ce genre de réponse, grâce à un éclairage de la sociologie des organisations face au risque, témoigne d'un problématique de rigidité interne et surtout en fait, d'impréparation de l'autorité en question. Voilà, donc on ne sait pas, tant qu'on n'a pas les plans qui sont clairs, eh bien on devrait douter de la capacité d'une institution comme l'armée à faire face à ce genre de problématique, ne sachant que, étant donné que c'est un système de milice, eh bien que son système de mobilisation actuel, c'est par SMS et par les affichages. Alors quand on sait que les communications aujourd'hui sont numérisées, y compris pour pouvoir envoyer d'une autorité fédérale à une commune un panneau d'affichage pour une mobilisation, et puis qu'en fait nos trains nécessitent, parce qu'on a un réseau électrique pour les trains qui est indépendant du réseau électrique suisse, mais les panneaux de signalisation ferroviaire et la lumière dans les gares dépendent de l'autre réseau électrique. Voilà. Donc alors, on ne sait pas comment on va faire. Hein. Voilà. Il y a d'autres questions? Vous avez parlé du risque qui peut venir de la différence de production et de consommation, oui. Surtout accentué avec nos super ENR qui vont nous sauver du nucléaire cacaverque. C'est pas vrai, hein, mais on croit que c'est ça. Est-ce qu'on a quand même des incitations à ce que les ENR posent moins de problèmes, entre autres en pilotant la demande sur la production, parce qu'actuellement, avec par exemple les contrats les certifications de provenance, oui. C'est une grosse fumisterie, quoi. Je la produis aujourd'hui, je peux la vendre pendant 6 mois mon électricité, alors que mon électron il est disponible à l'instant T. Et je crois que ça a changé en Europe maintenant, c'est pour 1 mois. Est-ce qu'il y a des trucs qui font, par exemple, si je veux du 100% solaire, ben là aujourd'hui j'ai pas le droit d'avoir de la lumière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en route comme ça ou rien du tout? Alors là, ça dépasse mon domaine de compétences. Hein. Je ne peux pas vous répondre. Ouais, je crois que c'était la question. Mais c'est clair que ça va. La question d'à la fois décarboner et en même temps d'assurer la sécurité de l'approvisionnement, elle va nécessiter de rediscuter la place du nucléaire, comme vous l'avez évoqué, qui a un débat qui est visiblement faussé par une incompréhension des enjeux et par en fait des acteurs qui, je pense enfin des acteurs anti-nucléaires qui se reposent sur une compréhension de la réalité qui date d'il y a 40 ans et des risques. Donc, je crois savoir qu'il y a un parlementaire qui a quelques semaines mis ça sur la table, qui souhaite justement faire sauter un peu ces verrous législatifs qui consistent à empêcher les citoyens de produire leur propre électricité. C'est-à-dire qu'en fait, certaines personnes seraient autorisées, enfin pas certaines personnes, les gens seraient autorisés à avoir leur propre batterie et faire leur propre production solaire. C'est sous réserve. Hein. Je crois que c'était Frédéric Borloo qui a proposé ça. Mais même, imaginons que ça fonctionne et puis que vous arrivez, indépendamment de la question de savoir quel est l'impact carbone de ces systèmes localisés par rapport à l'efficience des systèmes plus, on va dire, qui font des économies d'échelle, qui sont par contre délocalisés. Il y a la question, imaginons qu'un blackout se produise réellement. Vous êtes la seule maison toute à la ronde qui est éclairée. C'est pas un risque pour vous, bien. Non, mais c'est clair. Hein? C'est clair. D'accord. Mais voilà, simplement pour répondre à monsieur, je crois qu'il y a en tout cas un politicien qui en a parlé, qui est conscient de la question. Ouais. C'est un PLR, et c'est vraiment une bonne chose. Oui. Mais ça doit aller vite, effectivement. Surtout au moins qu'au niveau de la commune, quand on installe des panneaux solaires partout, au moins que la consommation soit corrélée à la production qu'elle a, parce que pour l'instant on en voit pas mal qui. Le PDC de la ville de Genève était tout content de vouloir promouvoir l'éclairage public solaire. Alors
Pour éclairer un truc la nuit avec quelque chose qui produit par définition de jour, enfin, super. Bon, Oui. on peut bâtir dessous. Mais c'est pas la première fois que vous êtes surpris par comment dire, la capacité de réflexion limitée des politiques, j'imagine. Non, c'est bon, on a à chaque fois, on commence à faire du truc. Ouais, donc, voilà. Il y a un monsieur derrière aussi. Oui, enfin, moi je vois qu'en fait, ce qui ressort de l'ensemble de l'exposé, c'est qu'on est trop à flux tendu, trop numérisé, trop interconnecté, trop progressiste dans le sens technique. Dans quelle mesure il est possible, à votre avis, aujourd'hui, d'arriver à sensibiliser justement ceux qui décident d'arrêter cette fuite en avant où en fait on ne fait que rendre les choses plus rentables, plus efficientes, peut-être dans certaines courses, mais évidemment beaucoup plus risquées à chaque fois. On voit, comment dire, la sensibilisation, c'est très délicat, surtout quand il n'y a pas d'intérêt politique. Enfin, c'est pas un thème qui est politiquement porteur. Il pourrait être porteur pour un parti ou pour un groupe si ça permettait de se positionner contre un autre groupe et puis gagner la légitimité par lui. Mais on a besoin de perturbations pour pouvoir assurer une préhension rapide de ces thématiques-là, parce que les outils juridiques et la population en général n'est pas assez suffisamment sensibilisée pour ces questions-là. Et aussi, il faut comprendre que les politiques, au-delà des questions purement économiques de répartition des ressources, de légitimité pour eux, c'est difficile pour eux de parler des événements qui fâchent si ce n'est pas porteur politiquement. Parler des questions de vulnérabilité structurelle que pose cette thématique-là, c'est dangereux. Hein, il y a peut-être le seul parti qui pourrait en parler, c'est les écologistes radicaux non affiliés au Vert. Mais tout le reste, les PLR, ils sont dans la religion de la croissance et du techno-optimisme, techno-solutionnisme. Les UDC, c'est pas porteur pour eux parce qu'on ne parle pas d'immigration. Le PS, c'est des croissantistes aussi, et puis des techno-optimistes, mais moins religieux que les PLR. Les Verts, ils sont contaminés par 40 ans de propagande de Greenpeace, et puis on voit très bien avec d'autres risques, notamment sur l'approvisionnement pétrolier ou les risques existentiels liés au changement climatique. Ils ont en fait un déficit informationnel de connaissances considérable sur les risques réels. Du coup, on a peut-être le PDC, mais qui n'a jamais d'idée, donc vous pourrez changer, tiens. Je sais pas, voilà. Oui. Ouais, justement, par rapport au pic pétrolier à venir au niveau de la baisse des gisements de gaz de schiste et compagnie, on en est où au niveau du blackout probable dans les prochaines années? Alors, ce ne sont pas forcément directement. La génération électrique repose en partie au niveau mondial sur la consommation d'énergie fossile, mais surtout le charbon. La problématique là où la question pétrolière pourrait avoir une influence, c'est sur les coûts de transport pour une partie de cette électricité ou de ces matières qui sont brûlées. Elle peut avoir aussi une influence sur la priorisation des investissements ou des rélocations de ressources liées au fait qu'il y a tout qui va coûter plus cher. Dans un cas d'augmentation du prix, hein, parce qu'on a aussi le cas terrible où en fait le prix ne serait pas assez élevé, puis du coup on part un pic pétrolier par le bas, mais ça c'est encore autre chose. C'est capacité de production plus assez suffisante, et prix plus assez suffisant pour maintenir la production, ce qui est le plus terrible de tous, d'un point de vue de survie à court terme, hein, bien sûr. Mais par contre, les effets positifs potentiels, c'est-à-dire avec les dégradations des conditions économiques et des chaînes d'approvisionnement qu'on peut anticiper, eh bien, ces petites perturbations, elles peuvent contribuer au renforcement de la capacité à durer des individus, groupes, communautés et puis pays. Ça peut être positif. Mais honnêtement, je suis assez paumé sur cette question-là. Il faudrait creuser un peu plus. Je pense que là, en ce moment, il y a quand même pas mal d'évaluation des gisements dits de schiste et compagnie, parce qu'ils sont plus rentables, en fait. Ils sont de moins en moins rentables. Oui, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'à ma connaissance, mais je l'ai dit encore une fois, je n'ai pas forcément de la connaissance, j'ai une vue d'ensemble, mais je n'ai pas la connaissance partout. Les liaisons sont plutôt distendues entre la problématique de l'approvisionnement pétrolier et la génération électrique, directement. Oui, Charles. Merci Grégoire d'abord pour ton intervention.
Moi, je voudrais réorienter le débat un petit peu justement sur la théorie d'effondrement, que j'ai évoqué, le collapsionnisme. Et je voulais avoir ton opinion sur justement cette théorie. Si toi, tu y crois à long terme, à court terme, et puis quelles seraient les premières causes. Tu as parlé d'une crise financière, comment ça pourrait s'enchaîner, Oui. ou lié au pétrole, comme Madame l'a évoqué. Ok. Je réponds volontiers, mais je vais savoir s'il y a d'autres questions qui sont d'abord juste concernant cette question-là, enfin cette thématique-là avant, ou c'est qu'il n'y a pas de questions parce que l'apéro c'est important, je crois. Mais je vais répondre Charles, mais je dirais juste que il y avait Madame puis après Monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies que le jeu pour sensibiliser les gens de manière efficace? On a dit perturbation, choc, ça peut être important. On voit bien les documentaires sur la nature et puis sa destruction, ça ne marche pas. Du coup, probablement que ça ne va pas marcher avec le blackout. La SRF a fait donc la télévision suisse allemande a fait une émission spéciale il y a 3 ans sur l'île de blackout qui a duré 9 heures. Voilà, qu'est-ce qui a changé dans le paysage politique suisse allemand? Voilà, il faut sortir du paradigme que l'information produit un changement de comportement parce que ça ne se vérifie pas. En tout cas, sur ces genres d'éléments. Oui. Merci pour la conférence. Quelle est la durée, l'autonomie alimentaire de la Suisse et comment peut être organisée la redistribution des denrées alimentaires en cas de blackout? C'est une jolie question. Bon, en Suisse, on a de la chance parce que historiquement, le pays a fait face à plusieurs types de pénuries et c'est organisé avec un office de l'approvisionnement économique qui était finalement la question de l'office de gestion des ressources en cas de guerre. On a des réserves stratégiques, notamment en termes de blé et de fourrage, de denrées de type sucre, etc., qui permettent d'atténuer des chocs en ayant suffisamment de réserves pour pouvoir stabiliser les marchés, en tout cas intérieurs. Mais, comment dire, ça reste que des stocks stratégiques de certaines denrées, principalement du grain au niveau alimentaire et du sucre. Du coup, oui, il y a de la capacité d'atténuation de chocs alimentaires. La Suisse est quand même dépendante à 50 à 53% des importations. On a du fourrage en réserve, etc. Mais même pour la production alimentaire suisse, notamment tout ce qui est du bétail, etc., les calculs sont généralement pas suffisamment rigoureux dans le sens où on ne prend pas en compte les dépendances au soja étranger pour nourrir nos bœufs, etc. ici. Et puis on sait que de toute façon que le bœuf, c'est inefficient en termes de pouvoir calorique, en termes d'investissement. Du coup, oui, en Suisse, on a des capacités, on a des institutions qui, jusqu'à présent, fonctionnent encore assez bien, qui sont sur des modes assez intéressants aussi, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a des capacités d'ajustement. Au niveau de l'augmentation et de l'intensification de la production, il y a peut-être encore des marges, notamment ça demanderait en quelques années en faisant des rephasages dans la production céréalière par rapport à la production bovine, etc. Mais il faudra des pressions politiques considérables quand on voit que, malgré qu'on sait que c'est invivable et c'est économiquement indéfendable à terme d'amener de l'eau aux vaches l'été, on le fait quand même avec un hélicoptère de l'armée. Donc voilà, il faudra des chocs suffisamment importants pour qu'on change les modes de production. Il y a des capacités d'ajustement, mais il ne faut pas non plus aussi mythifier ces capacités parce que notamment le plan Wallon a en réalité augmenté la cultivation de toutes les surfaces publiques pendant la Deuxième Guerre mondiale, augmenté la productivité, enfin la production agricole suisse de 3%. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup quand même. Voilà, donc la Suisse va rester un pays en dépendance d'importations agricoles comme elle a pratiquement toujours été depuis les temps modernes. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour assurer une position privilégiée dans le négoce international pour obtenir ses denrées alimentaires. Enfin, stratégiquement et réalistement, sans considération morale, si la question c'est comment est-ce qu'on fait pour assurer un approvisionnement alimentaire en Suisse en mode dégradé le plus longtemps possible, c'est ça qu'il faut se poser. Voilà. Et puis ça passe aussi peut-être aussi par revenir sur les décisions de diminution de la puissance de la flotte marchande et sa suppression éventuelle.
qui témoignent d'un aveuglement à court terme stratégique. Ça coûte cher, ça n'apporte pas de bénéfices d'efficience, etc. Mais le jour où il y a des problèmes d'approvisionnement, avoir une flotte marchande qui est sous commandement direct de la Confédération, ça permet de créer des conditions favorables à l'acheminement de marchandises, y compris alimentaires. Voilà. Mais dans le cadre où les pays limitrophes sont eux-mêmes concernés par le blackout, une importation, c'est compliqué. Alors oui, alors là, ça sera compliqué. Mais historiquement, il y a eu aussi le cas dans certains... dans la toute suite des années 1920, il y a eu des convois ferroviaires en territoire étranger qui ont été escortés par l'armée suisse. Donc, comment dire, il ne sera pas inenvisageable que ça puisse se reproduire aujourd'hui, mais les contextes ont beaucoup changé. C'est clair que s'il y a une insécurité structurelle dans les pays environnants, la Suisse ne va pas pouvoir s'en sortir, c'est certain. Oui. Quels seraient les risques de blackout dans les semaines, mois à venir à cause de l'épidémie de coronavirus? Parce qu'on a quand même, je ne sais pas si vous avez entendu le communiqué de presse de 14h, là, il se fait un peu plus menaçant. Oui, alors, je ne vais pas faire de prédiction, parce que prédiction... Non, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des risques? Alors, à ma connaissance, étant donné la virulence du coronavirus et sa mortalité, il ne me semble pas. Après, la problématique, c'est que je connais mal la démographie des opérateurs critiques des réseaux. Et si ces opérateurs-là ont tous plus de 50 ans, c'est plus à risque s'ils ont plus 30 ans. S'il y a des villes qui commencent à être mises en quarantaine et que les gens ne peuvent pas aller se rendre sur leur lieu de travail, ça peut aussi être un risque. Oui, c'est là où on espère que c'est là où on va pouvoir tester la capacité de préparation, pas seulement des autorités, mais des opérateurs privés qui assurent l'approvisionnement électrique. Donc, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas tout à fait ça précisément. Je vais revenir sur l'aspect de ce qu'on appelle une tempête solaire. En fait, ça paraît une tempête solaire, mais c'est des éjections importantes. Celle qui est 1889 ou 1856. 1856, ouais. Ok. Et celle de 2012, est-ce qu'en fait ils ont pu les mesurer? C'est-à-dire que celle de 2012 elle est partie à l'opposé. Oui. Je sais que la NASA a soigneusement caché ça, et je crois qu'en fait ils l'ont annoncé 3 mois après, sauf erreur, très discrètement d'ailleurs, que cette tempête avait eu lieu, parce qu'en fait si elle nous était arrivée dessus, ça serait terminé, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais la question est, on a une échelle d'intensité, en fait, celle qu'il y a eu en 1856 et 2012. On a un comparatif génial. Oui, il y a un comparatif, il y a des papiers qui existent sur la question. Je ne me rappelle pas de tête, mais je ne suis pas non plus spécialiste de la question. Voilà. Okay. Du coup, est-ce que je passe à la question de Charles ou bien encore la fin, un petit truc technique peut-être sur la quantification du risque. En Suisse, on a une capacité de production qui, on a vu, est plus suffisante depuis 4 ans, vous avez dit. Oui. En plus de ça, on est un super gros transitaire en électrique, principalement de l'Allemagne vers l'Italie. Et puis un petit peu, je crois, de la France vers l'Autriche, dans l'autre sens, je suis plus sûr. Mais en gros, on a quasi la moitié de la capacité de la Suisse, c'est du transit. Est-ce que ça augmente le risque de choc, peut-être exogène, le fait que l'Allemagne nous fait une spéciale avec une grosse dépression qui passe d'un coup et qui sur leurs éoliennes, je sais pas, est-ce que ça augmente le risque ou est-ce que ça le diminue du fait qu'il y a des énormes connexions qui sont faites avec tout le tour? Alors, heuristiquement, j'aurais tendance à dire oui, mais j'ai jamais réfléchi à cette question-là et donc du coup, je ne pourrais pas y répondre immédiatement. Et je ne suis pas sûr d'avoir non plus les compétences à ce niveau-là pour y répondre. Enfin, encore une fois, c'est vraiment la vue d'ensemble plutôt que des questions purement électriques. Mais si ça vous intéressait, je pourrais la noter et puis comment dire, activer les experts avec qui je travaille au point de vue électrique. Clairement oui, on est au centre de l'Europe, on est dépendant de tout ce qui se passe. Oui, c'est un carrefour de l'Europe et clairement oui. Si la Suisse tombe, l'Italie est mort aussi, hein, parce que je ne sais pas de sa capacité qui vient d'Allemagne. Donc c'est ça, c'est ce qu'on a. Du coup, comment dire, la pression de, l'apéro se fait sentir. Je vais répondre rapidement non, parce que je vois là, ça s'agite, hein, c'est normal.
moi je suis debout, ça va, mais vous êtes assis, hein, donc les fesses ça doit être bien trempé là aussi. On connaît comment ça fonctionne. Pour répondre rapidement à Charles, la question de la théorie de l'effondrement, il y a apparemment une théorie, il y a différentes réflexions dont certaines sont établies en théorie, qui sont des éléments généralisés. Il y a des éléments des perspectives qui font converger un certain nombre d'impacts qui permettent de les mettre en perspective, en lumière de manière différente. Après, la problématique, c'est qu'en fait, ces questions d'effondrement, l'immense difficulté, c'est que ce mot, il est à la fois très émotionnellement chargé et en même temps, on ne sait pas tout à fait ce qu'il veut dire. Il veut dire des choses très différentes chez madame et chez monsieur. Du coup, ça me semble délicat de parler de théorie de l'effondrement. En plus, on va dire, après, il y a différentes interprétations. Ce que je dirais, ma position, c'est que des dégradations opérationnelles paraissent inévitables pour l'avenir. Il me semble beaucoup plus capabilisant pour les acteurs de parler de dégradation opérationnelle. Pourquoi ? Parce qu'elles sont quantifiables, elles sont mesurables, elles sont appropriables par les acteurs. Elles ne renvoient pas à des imaginaires dystopiques dans lesquels, d'un coup, c'est Mad Max demain. D'ailleurs, Mad Max, si vous avez regardé et que vous avez aimé, on ne s'est jamais posé la question qu'ils vivent dans un monde qui est détruit, mais ils ont toujours du pétrole. Donc, voilà. Non, ils utilisent aussi Mad Max. Le gaz, on ne va pas descendre Mad Max. Bref. Comment dire en tout cas, le maintien de la croissance est plutôt maintenant à démontrer. La charge de preuve est du maintien de la croissance pour plusieurs raisons. C'est la question du pic pétrolier qu'a évoqué Madame avec la réduction du flux pétrolier. Et l'énergie, en fait, commande à la croissance énergétique et pas l'inverse. Il y a le deuxième élément, c'est qu'on a des dégradations environnementales qui vont aller croissant dans le domaine climatique, le domaine agricole. Et le troisième, c'est qu'on a une économie qui est financiarisée, qui est de plus en plus instable par rapport à la production de la valeur. Et à ceci, il faut ajouter la problématique de la convergence de ces éléments-là et de la réduction de la capacité adaptative, c'est-à-dire les rendements décroissants de la capacité de la technologie à résoudre les problèmes actuels à coût constant. Et ceci, on a des indicateurs assez clairs que l'innovation est en productivité baissante et que si on combine à la fois des problématiques de descente énergétique et donc aussi de dégradation économique qui va avec, donc capacité financière, indépendamment de l'état de la finance et des contraintes environnementales, eh bien, on n'aura probablement plus la capacité fiscale de financer l'innovation pour résoudre nos problèmes d'ici 40 à 50 ans. Mais il faut rester prudent avec ça. Par contre, il faut être prudent avec la prudence. Enfin, l'excès de prudence, ça a été clairement démontré dans la question de l'étude climatique, est dangereux et a mené à la sous-estimation systématique des trajectoires. Voilà. Donc, ne parlons plutôt pas d'effondrement, parlons de dégradation opérationnelle qui permettent clairement de savoir qu'est-ce qu'on fait avec 20% de moins de flux d'énergie, d'électricité, 20% moins de viande en bœuf, de bœuf sur un marché pour différents facteurs, plus 20% de moustiques tigres dans la région, dans le bassin lémanique, respectivement la région tessinoise, parce que c'est beaucoup plus appropriable. Et puis ça permet aux acteurs de penser en termes de réponse, pas de solution, parce que ça c'est un mauvais terme, et plutôt qu'effondrement qui amène, on ne sait pas de quoi on parle, et ça crée de l'affolement. Voilà, c'est ma position, on peut en discuter après. Voilà. Merci.